All right, we're almost ready. Okay, you should be good. So we should start now? Yep, you can. You can start by introducing yourself, and usually in about 5 minutes, people kind of start coming on. Okay. Are people joining? Like, did people join already? I'm just bringing it up here. Okay. Yeah, there are 5 people with us already. Oh, okay. You can see the people. Yeah. Are people Whatever, like like did people join? Okay. Non, non, on commence comme ça. Ok. Salut à tous. Bienvenue dans cette session d'information. Je pourrais dire une session d'information capitale pour la suite de votre cursus scolaire. Donc, je suis Mohamed Meïté. Je pourrais dire un fresh graduate student, c'est-à-dire je viens à peine d'obtenir mon diplôme en économie à la fin de ce semestre. Donc, je suis en compagnie de Jamal. Jamal qui va se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Jamal Adigoun, je viens de la Côte d'Ivoire. Je fais mes études en sciences biomédiques et puis j'ai un petit diplôme à administration des affaires. Donc, bon, on essaiera de partager certaines informations que vous aurez besoin pour la suite, c'est-à-dire si vous avez l'intention de continuer votre université dans ce beau cadre qui est Minnesota State University Mankato. Donc, on commencera avec d'abord la présentation de nos présentateurs. Donc, on a Hamdi El Nouzaï, c'est lui qui est le directeur adjoint des étudiants ici, et puis Elisabeth Lorenz. Donc, à propos de nous, Minnesota State University Mankato a été établi en 1968. C'est une université publique. Plus de 14 000 étudiants sont inscrits, 1300 étudiants internationaux et puis il y a plus de 95 pays représentés. Bon, j'essaierai de vous donner certaines caractéristiques de cet État. D'abord, il faut savoir que Minnesota même, a plus de 500 entreprises. Et on appelle ici, c'est, comment on dit ça? On appelle la ville de 10,000 lakes, c'est-à-dire la ville de 10 000 lacs, parce qu'on est entouré de lacs. Et on a aussi le deuxième plus grand mall des États-Unis. Et ça, c'est l'une des caractéristiques particulières de cet État, au fait. Et bon, c'est un peu certaines compagnies qui sont ici. On a Best Buy, on a Mayo Clinic, on a Target. Et bon, cette partie, je pense que c'est la partie la plus importante. Pourquoi choisir l'université de Minnesota State University Mankato? Parce qu'il faut préciser Mankato, parce qu'il y a plusieurs universités ici. Il y a Minnesota State University et il y a Minnesota State University Mankato. Donc, pour ne pas faire, comme on dit ça, l'erreur, parce que si tu dis Minnesota State University, c'est comme si tu parles d'une autre université. Donc, il faudra préciser Mankato. Bon, pour être honnête avec vous, pourquoi j'ai choisi Minnesota State University Mankato? Je pourrais parler de programmes académiques, je pourrais parler de beaucoup de choses. Mais la raison principale, quand tu choisis une université, c'est vrai que tu essaies d'abord de voir le rang de cette université, à quelle place est cette université aux États-Unis. Mais il y a aussi un autre point majeur, au fait. Le point majeur, c'est est-ce que cette université, tu auras la capacité de payer cette université? Ça, c'était mon point décisif avant de choisir cette université, au fait. C'est-à-dire, j'avais la possibilité entre l'université d'Arkansas, j'avais la possibilité entre l'université de New Jersey, mais je voulais quelque chose de, comment on dit ça? D'abord de cheap, bon, en français, je voulais quelque chose d'abord de
d'abordable, quelque chose qui allait permettre à mes parents de participer sans s'inquiéter, au fait. Et en même temps, avoir, comment on appelle ça, une bonne connaissance en retour, c'est-à-dire get the true knowledge. Donc, j'étais en train de... Je cherchais quelque chose qui me donnait cette opportunité en même temps. Et j'ai vu qu'ici, en toute sincérité, vous pourrez comparer avec toutes les universités que vous trouvez aux États-Unis, mais je pense que c'est la seule université qui aura la possibilité de vous offrir ces deux choses à la fois, c'est-à-dire la connaissance que vous cherchez réellement et le prix. Parce que ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment moins cher. Dans la suite de notre présentation, on essaiera de vous communiquer ces différents prix. Mais je pense que c'est ça qui a joué sur ma décision quand j'étais à la recherche d'université pour continuer mon cursus scolaire. Le prix, le prix, le prix. Donc, par rapport à les académiques, on a plus de 130 licences majeures, 85 programmes de master et doctorat, 7 collèges, programmes accrédités au niveau national, programme d'affaires EESB, EECSB, programme d'ingénierie et BET. Et puis, l'université de Minnesota State University Mankato est classée parmi les 20 meilleures universités américaines pour la recherche de premier cycle. Like it's among the best 20 undergraduate university in America. Donc, c'est très affordable, une bonne université qui donne beaucoup de qualité d'éducation. Ok, j'essaierai un peu de, comment on dit ça, de donner plus d'informations par rapport à ce qu'il a dit. Il faut savoir qu'on a 7 collèges, c'est-à-dire 7 différents départements. Moi, comme ça, je suis dans le département de Social Science, c'est-à-dire sciences sociales. Et dans ce département, nous étudions un peu tout ce qui est économie, tout ce qui est sciences politiques. Je pense qu'il y a plein d'autres trucs. Il y a aussi le département de College of Business. Ça, c'est le département le plus populaire dans toutes les universités américaines. C'est-à-dire, c'est le département où vous trouvez la finance, vous trouvez la comptabilité, vous trouvez tout ce qui est business, au fait. On a aussi le département de... On a aussi le département College of Science of Technology. De biologie. Chimie, ingénieur, IT, informatique. Il y a pratiquement tout dans cette université. Quand je parle de tout, je parle de ce que vous aimeriez apprendre. En fait, il y a pratiquement tous les majors. En fait, je pense qu'il n'y a aucun major qui manque dans cette université. Oui. C'est-à-dire, parce que quand moi je faisais quelques recherches, j'ai vu que certaines universités, ils étaient un peu plus basés. Quand on parle on parle du College of Business Administration, c'est-à-dire ils étudiaient plus le business administration et c'est comme en minor, ils essayaient maintenant de prendre des matières qu'ils voulaient, c'est-à-dire finance, c'est-à-dire... Pourtant ici, tu as la possibilité déjà même de faire finance directement. Tu n'es pas obligé de prendre ça comme une concentration. Vous savez, dans le système américain, il y a ce qu'on appelle concentration. C'est-à-dire, il y a le premier diplôme. Il y a le premier diplôme, c'est que tu veux réellement apprendre. C'est-à-dire, par exemple, moi, je fais comme ça. Je fais mon major, c'est-à-dire ce que j'étudie ici, c'est l'économie. Mais j'ai une concentration en business administration. Pourtant, dans d'autres universités, c'est-à-dire que ton premier major, on t'impose d'abord au business administration et tu seras obligé maintenant par la suite de te trouver une concentration en économie, en finance. Moi, je voulais pas apprendre business administration, je voulais apprendre l'économie. Donc, j'ai pris un major en économie. L'université me donne cette opportunité de prendre un major en économie et de prendre aussi une concentration. Donc, j'ai un major en économie, j'ai une concentration en business administration, en fait. Donc, en résumé, cette université a la possibilité, a la capacité de t'offrir toutes les licences que tu désires, en fait. C'est-à-dire, il y a pratiquement tout sans exception. Il y a pratiquement tout sans exception. Donc, move for the next slide. OK.
ça, c'est le programme de master et doctorat. Bon, le programme de master, je pense que il y a, il y a plusieurs masters aussi. Oui, Il y a plusieurs masters. Il y a d'abord le master en public administration. C'est l'un des masters les plus réputés dans cette université. Il y a aussi le master en business administration. Il y a aussi le master en biologie, biologie. Il y a informatique, géographie. Il y a plus de licences même physique, chimie, psychologie, en français aussi, en français. comme on l'a bien dit, comme on a dit pour la licence, il y a pratiquement tous les masters aussi, au fait. Donc, vous aurez l'opportunité aussi de rencontrer tous les majors possibles pour votre master. On fait le next slide. OK. OK. Donc, voici un peu le programme de licence. D'abord, comme ce que je vous disais au début, l'une des raisons particulières qui a boosté un peu mon choix, qui m'a dit, tu dois venir à Minnesota. Comme je vous disais, c'était le prix, vous savez. Parce que cette université offre, je pourrais dire, l'une des meilleures bourses d'études, en fait. C'est-à-dire, du moment que tu es un étudiant international, you are international student, c'est-à-dire, d'abord, l'école prend 40% de ta scolarité en charge. Oui. Et c'est vrai, il faut respecter certaines conditions. Mais d'abord, même 40%, c'est du jamais vu aux États-Unis. Où une université te prend en charge 40% de ta scolarité. C'est vrai qu'il y a d'autres scholarships où il y a des scholarships de 20%, de 15%. Mais cette université prend 40% de ton bachelor en charge jusqu'à la fin. C'est-à-dire, si tu viens ici comme fresh student, c'est ta première année, jusqu'à ta dernière année senior student, l'école prendra chaque semestre 40%. C'est-à-dire, quel que soit le semestre que tu feras, que ce soit le fall semester, que ce soit le spring semester ou même le summer, l'école prendra toujours 40% de ta scolarité en charge. Et bon, pour les 2 semestres, je pense que normalement, la vraie scolarité, ça tourne autour de 9 000. Non, 16 000 pour les Non, deux pour chaque semestre. Okay. Chaque semestre, ça tourne autour de 8 000 dollars par année. Ça tourne autour de 8 000 dollars. Mais donc pour les 2 semestres, ça fait un truc de 16 000 dollars. Mais avec la bourse, tu te retrouves à payer seulement que 9 180 dollars pour les 2 semestres, en fait. Vous voyez? Mais c'est vrai, il y a des conditions à respecter. Les premières conditions, il faut d'abord que tu aies un visa F1, c'est-à-dire que tu vas te présenter à l'ambassade des États-Unis de ton pays avec les différents papiers pour appliquer pour le visa. Donc, il y a 2 visas recommandés. Il y a le F1 visa, c'est-à-dire tu viens ici comme un international student, et il y a le J1. Le J1, c'est un peu exchange student, en fait. C'est-à-dire tu pourras venir faire 1 semestre, 2 semestres. Et par la suite, l'université te demandera de maintenir un GPA de 2,5 par semestre ou un cumulatif de 3. Les cumulatifs, on parle un peu des transfer students, c'est-à-dire ceux qui sont peut-être dans d'autres universités. Par exemple, moi, comme ça, je viens de l'université de Grand Bassam. Donc, je vais maintenir un certain cumulatif. Et l'autre condition à remplir, c'est, on appelle ici la contribution culturelle. C'est-à-dire, ce que l'université fait pour toi, tu dois give back, c'est-à-dire tu dois donner quelque chose en retour. Mais ce retour, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, c'est-à-dire tu seras obligé peut-être d'aider l'université tu seras obligé de peut-être travailler dans différents coins seulement pendant 25 heures chaque semestre. C'est-à-dire, moi, comme ça, quand je suis arrivé ici, j'ai travaillé à EcoFoods. EcoFoods, c'est une association non gouvernementale qui partage la nourriture aux pauvres. Donc, je me rendrais là-bas. La plupart du temps, c'était les mercredis soirs. Je me rendais là-bas parce que j'avais le temps le mercredi soir. Et je me rendais là-bas pour les aider.
Il y a d'autres points aussi. Et tu peux même aider l'université dans les activités sur le campus. Oui. C'est-à-dire, quand l'université aura besoin de toi, par exemple, on a une cérémonie, l'université aura besoin de 15 personnes ou 20 personnes pour les donner peut-être 2 heures. Tu auras peut-être 2 heures de contribution hours, tu auras 3 heures. Il y a plein d'activités qui pourront te donner ces 25 heures. Je vous promets, en moins d'1 mois, vous pouvez finir avec, en fait. Donc, c'est différentes conditions que vous devez respecter pour maintenir votre bourse. Vous voyez que c'est rien de compliqué, en fait. On te demande d'avoir un GPA de 2,5 minimum. Ensuite, on te demande de give back to the university, donner quelque chose en retour. Et ce retour, c'est juste d'aider l'université. 25 Voilà, 25 heures de ton temps. Voilà, 25 heures, c'est un peu ça. Bon, comme je disais, voici le... Je ne sais pas si vous pouvez voir l'écran, mais voici un peu les différents prix, c'est-à-dire avec scholarship et non-scholarship, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. OK. Donc, ça, c'est un peu une estimation. Les 23 701 $ que vous voyez, c'est un peu une estimation. Parce que je ne vais pas trop parler de non-resident rate parce que je pense que ça, c'est plus attribué aux Américains qui ne vivent pas sur le States. Oui. Donc, ça, c'est un peu dans notre cadre. Les 23 701, je pense que c'est dans notre cadre, en fait. D'abord, chaque 2 semestres, tu vas payer ce qu'on appelle l'assurance. Voilà, tu vas payer une assurance qui tourne autour de 1 700 $. Health insurance, c'est au cas où tu es malade, l'université a une clinique sur le campus. Donc, vous savez qu'il y a aux États-Unis la médecine. Bon, tout ce qui touche la santé est vraiment vachement cher, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment nécessaire et puis Oui, d'obligatoire, en fait. Tu seras obligé de payer 1 700 $ au début de chaque fall semester. Voilà. Tu seras obligé de payer 1 700 $. Ça, c'est pour une année. Yeah, ça, c'est pour chaque an, en fait. C'est-à-dire, si tu te retrouves à payer 1 700 $ en août, tu paieras 1 700 $ en août, un an après, en fait. Donc, et il y a aussi, bon, Book and Supply, c'est quoi? C'est vos différents livres. Ça, c'est une estimation, comme je vous ai dit, en fait. C'est pas forcément ce prix. Moi, je me suis retrouvé à payer des e-books, c'est-à-dire des livres en ligne, en fait, qui m'ont coûté, c'était vraiment très, très moins cher, en fait. Je me retrouvais à payer peut-être 25 $, 10 $. Il y a des semestres même, j'avais pas besoin des livres. Donc, c'est un peu une estimation, en fait. Et bon, les tuition and fees, c'est quoi? C'est la scolarité. Et les 9 180 $, je vous dis que c'est pour les 2 semestres. C'est pas pour un seul semestre, c'est pour les 2 semestres. Donc, vous allez prendre de 12 à 18 crédits. Ça va vous coûter seulement 9 180 $ pour les 2 semestres. Vous pouvez faire calcul rapide. 9 180 divisé par 2. Vous verrez, ça vous coûtera combien chaque semestre. Et maintenant, living expenses. Bon, ça, c'est la plupart des étudiants internationaux, on ne vit pas sur le campus parce que c'est un peu cher pour nous, vous voyez. Donc, il y a un peu des résidences un peu partout autour de l'université qui sont vraiment moins chères aussi. C'est-à-dire, il y a Summit, il y a Brightgate, il y a College Station. Vous pouvez vous retrouver à payer peut-être de 300 $ à 600 $ chaque mois. Vous voyez? Donc, c'est un peu des estimations. Donc, ça peut, comment on dit ça? Ça peut pas être plus de 23 701 $ par an, en fait. Je ne sais pas comment toi tu vas t'arranger, mais ça peut pas être plus de 23 701. Donc, le maximum à atteindre, c'est 23 701 par an pour tout ce qui est résidence et livres, scolarité. Donc, vous retrouvez un truc de 23 701 par an. On move for the next slide. Donc, voici les conditions d'admission pour les programmes de licence. La première condition, c'est quoi? Répondez aux exigences minimales et recevez une admission garantie. Et puis, comme on appelle, il y a beaucoup d'examens que tu dois faire, comme le SAT, ACT. Les résultats sont utilisés pour répondre aux normes de compétences en anglais, s'ils sont soumis. Il y a TOEFL aussi, il y a IELTS, ACT en English, en anglais. Et puis,
certaines majeures académies ont des normes de compétences en anglais pour élever pour les admissions au programme. Comme je me rappelle de, comment on appelle même, Aviation Management. Pour Aviation Management, si tu n'as pas TOEFL de 70, tu ne peux pas t'inscrire pour cette major. Et puis, si tu n'as pas de ACT score, avec nous aussi, il y a cette majeure comme ça qui demande high score en TOEFL, tout ça comme ça. Donc, je vais préciser un peu cette partie. Ce que Jamal a voulu dire, c'est un peu parler des différentes conditions d'admission de ce qui est bachelor, en fait. C'est-à-dire, d'abord, dans toutes les universités américaines, quand tu es francophone, on te demande de passer un test, c'est-à-dire un test d'anglais. Et le test le plus populaire, c'est le TOEFL. En fait. Donc, il y a certaines universités qui demandent 80 points au TOEFL, il y a certaines universités qui demandent 90, il y a certaines universités qui demandent 75, ça dépend de l'université. Mais Minnesota State University Mankato demande seulement un point de 61. Oui. Et je pense que le total d'un TOEFL, même, je pense que c'est de 120. Oui, yeah. 120 oui. Et l'université de Mankato te demande la moitié, vous savez. Il y a des universités qui te demandent 80. Même Minnesota State University Mankato te demande seulement que 61. En fait. Donc ça, c'est l'une des premières conditions à respecter. Parce que je sais que maintenant, si tu n'as pas le TOEFL, te présenter à l'ambassade de ton pays, c'est un peu compliqué parce que ils vont refuser de te donner le visa. Donc, pour ceux qui aimeraient continuer leur cursus scolaire à Minnesota State, je vous demanderai d'avoir votre TOEFL, en fait. Ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment majeur, en fait. OK, so move for the next slide. Donc, ça, c'est pour inscription au programme de baccalauréat. De bachelor. Oui, de bachelor, c'est ça qu'on appelle bachelor. Donc, vous allez remplir les formulaires de demande. Ça, c'est en ligne. Aucun frais d'inscription avec le code promotionnel International MAV. Donc, quand vous remplissez vos formulaires de demande et puis vous mettez ce code promotionnel, normalement même, on doit payer. Bon, normalement, je pense que les fees, c'est-à-dire $20. Yeah. Mais avec ce code, that will be free for you. Ça sera gratuit. Et puis, soumettre la liste de contrôle, relevé de notes académiques, c'est ça qu'on appelle official transcript, résultat de compétences en anglais, on vient de parler le TOEFL, et puis état financier et avis d'affect financier. Ça, c'est le bank statement, relevé de compte. Donc, et puis, date limite d'inscription pour semestre d'automne, c'est ça qu'on appelle fall semester. Ça, c'est le 15 juin. Oui, je dois soumettre tous ces papiers-là, tous ces documents avant le 15 juin. Avant le 15 juin. Et puis, semestre de printemps, c'est ça qu'on appelle spring semester. Donc, ça, c'est le 15 octobre. Donc, tu dois soumettre tous tes documents avant le 15 octobre. Donc, notez qu'il y a deux grandes dates. Pour le fall semester, qui commence le 26 août, oui, vous devez déposer votre dossier avant le 15 juin. Vous devez soumettre votre dossier avant le 15 juin. Et pour le for the next semester, c'est-à-dire le semestre suivant, qui est le spring semester, vous devez déposer votre dossier avant le 15 octobre. Et c'est différents documents qui vont vous demander pour confirmer votre application. Quand l'université va recevoir tous ces documents, ils vous enverront, vous allez recevoir, comme on dit ça, une lettre de confirmation. Et bon. Bon, ça c'est l'admission au programme de master, de doctorat. C'est pratiquement pareil comme le bachelor, en fait. It's like, tu dois remplir le formulaire de demande. Ça, dans toute université, il y a un formulaire de demande, en fait. Le formulaire de demande, c'est pas compliqué. On va te demander ton nom, tes différentes informations sur toi et tes parents, ton adresse. Bon, je sais qu'en Afrique, c'est un peu compliqué, on n'a pas d'adresse en tant que tel, mais bon. Et tu dois payer les frais de demande de $40. Voilà. Et voici les différents documents que tu dois fournir aussi, c'est-à-dire le relevé de notes officielles et l'évaluation de tes diplômes, en fait. C'est-à-dire, bon, je pense, la plupart du temps, c'est un peu compliqué quand quelqu'un n'est pas dans le système américain et veut venir faire le master. Donc, c'est plus pour des étudiants qui
qui ont fait déjà un bachelor aux États, dans le système américain, qui veulent maintenant venir faire le master comment on dit ça? Continuer le master aux États-Unis ici. Donc, pour ces gens de personnes, c'est pas compliqué la plupart du temps. Mais pour ceux qui sont déjà dans un système, je pourrais dire peut-être un système francophone ou un autre système, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais pour ma petite expérience, je sais que c'est un peu compliqué en fait. Donc, il y aura les résultats de compétences en anglais. C'est le même truc, c'est le TOEFL. Ton état financier, c'est-à-dire, on va regarder si tes parents ont la capacité de payer tes études. Donc, ils vont te demander un relevé de compte et des pièces justificatives supplémentaires. Ouais, une lettre de recommandation. Parce que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien, je ne sais pas, dans un autre pays, quand tu veux aller faire ton master, on te demande une lettre de recommandation. C'est-à-dire, j'ai déjà mon bachelor. Donc, j'irai voir peut-être 2 professeurs ou bien quelques membres de l'administration de mon université qui vont m'écrire une lettre de recommandation. Ces professeurs doivent dire un peu pourquoi cette université doit m'accueillir dans leur université, en fait. C'est un peu ça. Et recevoir. Et par la suite, après avoir fourni tous ces documents, vous allez recevoir la décision d'admission après réception et examen de toutes les demandes. Ok. Ça, c'est. Estimatif des frais de scolarité. Ok. Ça, les estimations de frais de scolarité, de Programme de master et de doctorat. Ok. En fait, pour eux, il n'y a pas de cultural contribution. Non. Il n'y a pas de Ici, il n'y a pas de bourse. Il n'y a pas de bourse pour ceux qui veulent faire un master. Mais je vous promets que c'est rien, en fait. Parce qu'un étudiant qui fait son master se retrouve à payer la même chose qu'un étudiant qui fait son bachelor, en fait. Donc, vous allez vous retrouver à payer peut-être 4700 $ par semestre ou moins que ça. Ça dépend de combien de crédits que vous prenez. Donc, c'est pratiquement la même chose, en fait. Donc, on reste toujours dans le même cadre des 23 000 $ par an, en fait. C'est-à-dire l'assurance et la maison, tout ça, en fait. Donc, on reste toujours dans le même cadre. On ne dépasse pas les 23 000 pour les gens qui veulent faire le master ou ceux qui veulent faire le doctorat. Donc, ici, ça, c'est pour les gens qui peuvent pas. C'est pour les gens like, qui n'ont pas. Tu as fait ton TOEFL et tu as moins de 61. Oui. Donc, si tu as la chance d'avoir ton visa sans le TOEFL, tu viendras ici. Je pense qu'il y a 3 différents levels. Il y a le basic, il y a intermédiaire et puis il y a advanced. Oui. Donc, ça, c'est les 3 différents levels des programmes d'anglais intensif, en fait. Mais, c'est comme, la plupart du temps, certaines personnes oublient cette information. Dans cette université, tu ne peux pas venir sans TOEFL. C'est-à-dire, quel que soit ton score, tu peux appliquer, mais tu ne peux pas venir sans TOEFL. Parce qu'ils n'ont pas de programme, je pourrais dire, centré sur l'anglais, en fait. C'est-à-dire, c'est en fonction de ton TOEFL qui te met dans une classe. Si tu as je vous donne quelques idées, c'est-à-dire, par exemple, tu as un TOEFL de 18. Donc, ils diront, bon, à cause de tes 18 ans, on te mettra en basic. Tu as un TOEFL de 40 ou 30. Ils diront, bon, après ton TOEFL, on pourra te mettre en intermédiaire. Oui. Donc, tu es obligé, c'est-à-dire, quelle que soit la situation, tu seras obligé de passer ton TOEFL. Voilà, cette université, il y a d'autres universités où tu ne passes pas le TOEFL, où tu rentres directement dans le programme d'anglais. Mais dans cette université, c'est différent. Tu es obligé d'avoir ton TOEFL, en fait. Donc, c'est une information à ne pas miss. Parce que, most of the time, certains étudiants oublient cette partie, en fait. Voilà. Et puis, campus e-vie communauté. Donc, au campus, il y a beaucoup de programmes amitié. On a plus de 230 organisations étudiantes, associations internationales des étudiants et organisations culturelles, comme Ben Ali ici, il est le président de IGB Alumni. Moi ici, je suis le secrétaire de African Student Association. Ça, c'est l'association des étudiants africains. Au campus aussi, on a le gouvernement étudiant, c'est ça qu'on appelle de SGA. Yeah. Et puis, le SGA est représenté par, je pense, 30% ou bien 40% des
étudiants internationaux. Yeah. Je pense à ça. Et puis, il y a beaucoup d'événements étudiants comme le concert, film, conférencier et bien d'autres. Et puis, sécurité, services de sécurité sur le campus sont 24 heures à 24 heures. Yeah. 24 heures à 24 heures. Donc. Au fait, C'est un état de paix et tranquillité. Les gens sont adorables. Il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Effectivement. En fait, dans cette université, on a plus de 230 organisations. Il y a pratiquement toutes les organisations. Vous pouvez trouver ici le club de finance, Oui. c'est-à-dire le club de finances, le club d'économie. Il y a pratiquement tous les clubs. Le club des Africains, il y a IGB Alumni, parce que quand même, chaque semestre, on reçoit beaucoup d'anciens étudiants de IGB. Donc, on a notre petite communauté. Oui. International Student Association. Effectivement. India Club. Il y a pratiquement tous les clubs. C'est-à-dire, pour faciliter votre, je pourrais dire, votre adaptation. Oui, oui. Parce que c'est pas facile, en fait. Adapter ici. Il fait très froid même dedans. Et puis, moi, je vais préciser cette partie. Pour les étudiants qui quittent de l'université de Bassam directement pour venir ici, c'est un peu compliqué. Vous savez, la plupart du temps, on se rend dans cette université, on est déjà junior student. C'est-à-dire, tu as déjà fait 2 semestres à UGB. Donc, tu viens continuer ton junior et ton senior student. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'on a seulement que 2 ans, 2 ans pour s'adapter. Donc, nous, on doit s'adapter le plus rapidement possible. C'est-à-dire, je pourrais dire peut-être 2 ans. On est peut-être 2 ans en arrière que d'autres étudiants, en fait, vous savez. Parce qu'un étudiant qui est venu ici comme un fresh student, c'est-à-dire un étudiant qui est venu ici, qui a commencé sa première année, et un étudiant qui vient ici qui vient pour sa 3e année, vous n'avez pas les mêmes manières de voir les choses. Nous, on est un peu pressé, on est un peu pris par le temps parce qu'on a seulement 2 ans pour s'adapter, 2 ans pour retrouver nos repères. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est quand vous venez dans cette université, essayez de vous insérer dans les différents clubs, en fait. Comme Jamal a dit, moi, je suis le président de IGB Alumna. Je suis aussi l'ambassadeur des étudiants francophones dans l'Association des Africains. Lui, il est le secrétaire de l'Association des Africains. Bon, c'est ces différentes associations qu'on a essayé d'insérer pour essayer de s'adapter parce que c'est réellement pas possible. Ici, si tu t'occupes pas des gens, ils ne vont pas s'occuper de toi. Voilà. C'est comme chacun porte sa croix ici. Donc, la meilleure manière de se faire une place dans cette université, la meilleure manière de se faire une place dans cette communauté, c'est d'insérer ces différents clubs, ces différentes organisations, en fait. Ça, c'est un conseil que je tenais à vous donner, au fait. C'est-à-dire, quand vous vous rendez dans cette université, insérez des clubs, au fait. Parce qu'il y a tellement d'opportunités. Dans ces clubs, vous allez retrouver des opportunités d'emploi. Oui. Vous allez retrouver des bourses. Des internships. Beaucoup même. En fait, je vous promets que ici, comme ça, c'est vrai que quand tu viens comme international student, il y a d'abord, l'école va prendre 40% de ta scolarité. Mais ce n'est pas encore fini. C'est-à-dire, si tu insères certains clubs, il y a des clubs aussi qui donnent des scholarships. Donc, il y a des gens qui se retrouvent par semestre à ne rien payer par semestre. Vous vous rendez compte que tu te retrouves à faire un semestre sans avoir payé 5 francs. C'est-à-dire que tu n'as rien payé pendant ton semestre, en fait. Parce qu'il y a d'abord les 40% que l'université t'a offert. Et aussi, par exemple, tu peux aller retrouver 50% quelque part dans un club. Donc, insérer les clubs, ça, c'est important, en fait. C'est important même. Et puis, pour ajouter aussi, il y a, comme on appelle, Center for Academic Success qui aide les étudiants qui ont difficulté avec les classes. Tu vois, non? Ça, c'est par exemple, si tu ne comprends pas un cours de mathématiques ou un cours de biologie, tu te rends là-bas. Là-bas, ils vont t'expliquer. C'est free. Ça va me faire. Donc, au-dessus du campus, on a 5 résidences universitaires, campus dining, café, beaucoup de cafés à l'école, installation des loisirs, bibliothèque et laboratoire informatique, installation moderne et bâtiments universitaires, support technologie, services de soutien aux étudiants, programme de spécialisation. Ok, le développement de carrière. C'est
le développement de carrière, en fait. C'est-à-dire, je sais pas si c'est chaque semestre ou chaque an, il y a ce qu'on appelle en français le carrière fair. Oui, carrière fait. Et en français, je pense que c'est Ah, le salon de l'emploi. C'est-à-dire, par semestre, ça dépend de ton collège. Comme le collège of business peut décider d'inviter certaines entreprises sur le campus, c'est-à-dire, je peux dire 20 entreprises comme ça. Et certains étudiants auront la possibilité d'interagir avec ces différentes entreprises. Tu auras la possibilité de présenter ton CV. Il y a plusieurs personnes qui ont eu des emplois comme ça, en fait. Oui, oui. C'est-à-dire, tu te rends, tu discutes avec eux, tu leur remets ton CV et quelques temps après, ils te contactent ou il y a certaines personnes qui te donnent le cadre. Vous voyez un peu. Et il y a aussi resume support. C'est-à-dire, tu veux faire ton CV, tu n'as pas toutes les aptitudes, tu te rends dans. Il y a un espace ici, je vous dis un peu son nom. Tu te rends là-bas, ils vont t'aider à faire ton résumé, en fait. Voilà. Interview skills aussi. Il y a des espaces ici où tu te rends aussi. Ils vont t'apprendre. Bon, c'est skills, ça, c'est-à-dire c'est technique que tu dois avoir pour une interview, en fait. Oui. Il y a Opportunité de réseautage, like opportunité de réseau, connu beaucoup de gens. yeah, c'est vraiment, c'est quelque chose de vraiment bien, en fait, parce que Oui. cette université a beaucoup de connexions. Ouais. Il y a aussi le conseil en carrière. Le conseil en carrière, c'est quoi? Tu auras tes advisors, tes conseillers, plusieurs personnes qui te diront, bon, voilà, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Oui. C'est un peu ça, en fait. Et puis pourquoi faire cette major quand je finis mon Yeah. licence, je vais avoir travail avec cette Si. major, tout ça comme ça. Maintenant, l'avantage et avantage CPT, OPT. Bon, le CPT, qu'est-ce que c'est? Le OPT, qu'est-ce que c'est? Le CPT, c'est-à-dire, d'abord, les étudiants internationaux, on n'a pas le droit de travailler off campus, c'est-à-dire, on ne peut pas travailler au dehors de l'université sans avoir une autorisation. Si on doit travailler sur le campus. Oui. Donc, le CPT, c'est comme l'autorisation de travailler. C'est pour les like, College of Science, Technology, et puis non, c'est seulement CPT. Il y a d'autres majors qui n'ont pas de CPT. Oui, non, c'est pour juste les College of Science and Technology et nursing seulement. But like CPT c'est pour juste pour travailler dans les hôpitaux, les groupes pour avoir les Mais non, les CPT, nous on fait le CPT. Oui. Social Science c'est CPT. Oui. College of Business fait CPT, au fait. Donc, bon, ça c'est un peu ça. En fait. Le CPT, c'est une pas autorisation de travailler quand tu es toujours étudiant, en fait. C'est-à-dire, tu es junior student et tu as une opportunité d'emploi peut-être dans une entreprise de la place. Oui. Donc, l'école va te donner une autorisation pour travailler, au fait. Le CPT, c'est maximum 6 mois, en fait. 4 mois, ok. Oui, 4 mois. Maximum 4 mois. Maintenant, l'OPT, c'est différent. Pourquoi? Parce que l'OPT, c'est après ton cursus scolaire, c'est-à-dire après l'obtention de ton bachelor ou ton master. Et ça dépend du major. Par exemple, dans le College of Business, le OPT, c'est seulement une année seulement. Tu auras droit à seulement qu'une seule année. Pourtant, pour les étudiants de STEM, c'est-à-dire tout ce qui est mechanical, tout ce qui est informatique, tu auras 3 ans. Vous voyez un peu la différence? Tu auras 3 ans. 3 ans maxi. C'est-à-dire c'est 1 an renouvelable 2 fois. Oui, 2 fois, oui. Yeah. 2 fois. Donc, je vous présente l'amie, elle vient d'Égypte. Donc, elle nous dit pourquoi elle a choisi Minnesota State University, Macanto. Elle dit l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'étudier ici était à cause de la diversité sur le campus. J'ai entendu beaucoup de choses sur la façon dont nous pouvons rencontrer des gens de partout dans le monde. Et c'est certainement une raison pour moi de me postuler. Yeah. OK. Bon, je pense qu'on est à la fin du slide et nous sommes là pour aider. Il y a le conseil d'admission virtuelle. Oui. Il y a les séances de préparation au visa. Et vous pouvez vous connecter avec un ambassadeur mondial Maverick. Oui. C'est-à-dire, moi, je suis un ambassadeur. Jamal aussi un ambassadeur. C'est-à-dire, vous pourrez trouver nos différents contacts sur le site
si vous avez des questions ou bien si vous avez besoin d'aide, vous pouvez rentrer directement en contact avec nous, en fait. Donc, c'est un peu ça. Bon, on a fait notre présentation. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, ne vous Question, gênez pas. oui. Thank you. Yeah. Oui. Attends. All right. Thank you both for helping out today. If anyone has questions and need a French answer, please feel free to reach out to them or send us an email at international@mnsu.edu and we will get it to them. Thank you, and I hope everyone has a great day. Thank you, Lisa. Bye. I hope we did well, though.